Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité, le premier depuis l'investiture du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la culture de la redevabilité va être consolidée parce que nous sommes dans les quinquennats de la consolidation des acquis. Et ce soir, nous avons donc l'honneur de revenir pour la première fois pour cet exercice. Non pas seulement pour parler, évidemment, il y a beaucoup de sujets, parce que ce soir, vous savez tous que nous avons le privilège de recevoir la Mineta, ministre des Affaires étrangères. Je sais qu'il y a des questions d'actualité, mais ce soir, nous avons voulu non seulement vous la présenter sommairement, parce que nous ne ferons pas le résumé de tout son parcours, mais aussi vous présenter d'abord les grandes orientations diplomatiques pour ces nouveaux quinquennats. Et c'est un exercice que nous ferons en série. Nous avons plusieurs membres du gouvernement. Nous allons nous assurer que le maximum de membres du gouvernement puissent être en mesure de participer à cet exercice de redevabilité pour pérenniser cette tradition qui a commencé et qui sera consolidée sous la direction du président de la République, bien évidemment. Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Mais nous sommes heureux de vous recevoir comme première invitée pour cette nouvelle série, justement, de cet exercice de redevabilité. Alors, Thérèse Kaikwamba-Wagner, vous êtes spécialiste des affaires internationales avec une expertise en analyse politique, planification stratégique et résolution de conflits. Vous avez notamment dans un passé un peu lointain, même s'il n'est peut-être pas très lointain, travaillé dans la région de l'Est de la RDC avant de travailler pour un grand groupe connu sous le nom de Meta, donc Facebook, WhatsApp, où vous étiez jusqu'avant votre nomination à un poste de responsabilité. En plus de ce que je venais de dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais à propos d'abord de votre parcours et de votre expérience et de comment vous pensez pouvoir la mettre au service de la patrie à ces prestigieux portefeuilles? Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour cette opportunité. Le privilège aussi d'être une des premières qui peut se présenter au public congolais et aussi à la presse congolaise. Tout d'abord, je pense que c'est un grand honneur d'occuper cette fonction et je tiens à remercier le chef de l'État d'avoir eu confiance en ma humble personne. Quand vous parlez de mon parcours, je pense que l'épisode la plus marquante qui pour moi m'a préparé le mieux pour cette fonction, c'est justement mon passage à l'est de la RDC. Quand j'ai travaillé en 2012 dans la province du Nord Kivu en tant qu'humanitaire. À l'époque, c'était le M23 dans sa première version, sa première édition. Et je pense que cette expérience m'a confrontée aux réalités du conflit, telles que nos populations le vivent et l'ont vécu depuis des décennies. J'ai eu à travailler dans les camps de déplacés de Kanyaruchinya, de Mugunga, mais aussi dans les territoires de Massissi, de Rutshuru, Walikale. Et pour moi, maintenant, être à cette position-là veut dire aussi que j'assume mes responsabilités et mes fonctions avec un profond sens de redevabilité aussi envers ces populations-là que j'ai rencontrées il y a 10 ans. Et je porte en moi encore ce souvenir et aussi ce désir de contribuer à une solution durable à cette affreuse guerre qui dure trop longtemps et qui nous est imposée par le Rwanda. Voilà, Madame la ministre d'État, merci beaucoup pour ces mots introductifs qui nous permettent déjà plus ou moins de nous jeter dans les sujets d'actualité, mais nous reviendrons sûrement sur les sujets d'actualité. Mais vous êtes ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Les affaires étrangères, c'est essentiellement le domaine du président de la République. Nous sommes dans un quinquennat où on veut consolider les acquis. Comment pensez-vous, sur base de votre expérience, apporter un appui au président de la République pour avoir le rayonnement de notre diplomatie, qui est un secteur dans lequel il s'est personnellement beaucoup investi? Tout à fait. Et c'est une lourde responsabilité, mais je pense que le président de la République a toujours été très clair dans sa vision. Je pense que cette vision aussi est clairement déclinée dans le programme d'action gouvernementale. En ce qui concerne la diplomatie, je pense que mon mot-clé, c'est plus. Plus de diplomatie pour plus de paix.
La première priorité pour nous, c'est la pacification de l'Est. Et donc, ce sera ma première priorité aussi en tant que diplomate. Nous assurer que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue partout, que la réalité du conflit et les responsabilités des uns et des autres qui en découlent soient comprises et assumées pleinement. Et donc, utiliser la diplomatie pour plus de paix en RDC. Mais aussi plus de diplomatie en général. Donc, utiliser la diplomatie non seulement pour les questions de paix et de sécurité, mais pour les questions de développement, pour les questions de coopération, pour les questions de partenariat. La RDC a beaucoup à offrir et la RDC est une terre justement et un pays qui regorge d'opportunités. Et dans plusieurs domaines, nous pouvons utiliser la diplomatie pour renforcer des partenariats, renforcer des investissements et des initiatives dans des domaines qui vont bien au-delà des questions humanitaires et des questions sécuritaires. Je pense aux questions de l'écologie, je pense aux questions de la culture, je pense aux questions du développement durable, de l'énergie. Et pour moi, le ministère des Affaires étrangères, c'est la passerelle justement entre la République démocratique du Congo et le reste du monde, chose qui va justement contribuer au rayonnement de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Mais en termes de priorité, nous voulons aussi plus d'efficacité dans l'administration diplomatique, ce qui veut dire un ministère des Affaires étrangères plus robuste, plus à jour et un ministère des Affaires étrangères qui répond aux réalités du XXIe siècle, moderne, connecté, informatisé. Ça, c'est aussi mon souhait, d'accroître l'impact de nos efforts diplomatiques à travers une administration plus efficace, plus robuste. Et l'administration, ce n'est pas juste une construction, stratégique ou une construction d'une organisation, mais ce sont aussi les personnes qui rendent cette administration humaine. Donc, ma priorité, c'est aussi plus de dignité pour nos diplomates. Les outiller et créer les conditions propices pour leur propre épanouissement et pour qu'ils soient de bons ambassadeurs de la République démocratique du Congo partout où ils sont. Et finalement, et je sais que c'est la question où tout le monde m'attend, c'est aussi plus de qualité pour les services que nous fournissons. Et un des grands services pour lesquels nous sommes connus, ce sont évidemment les passeports. Et je sais que là, il y a beaucoup d'attentes. Et c'est une priorité pour nous aussi de nous assurer que nous accompagnons la population congolaise, que ce soit en République démocratique du Congo ou en dehors du pays. Nous voulons être au service et à l'écoute de la population congolaise et pouvoir répondre à ses besoins. Mais aussi, quand je pense à la qualité de nos services, je pense à bien d'autres choses que le ministère des Affaires étrangères a à offrir au-delà des services comme les passeports. Je pense à une meilleure représentation des cadres congolais dans les organisations internationales. Cela fait partie aussi des services que nous pouvons offrir. Ça veut dire comment mieux nous outiller, nous préparer à être plus représentés et plus actifs, plus visibles et plus audibles dans les organisations internationales. Et donc, c'est aussi élargir notre compréhension de ce que cela veut dire d'être au service de la population congolaise quand nous sommes un ministère des Affaires étrangères. Aller bien au-delà des passeports et réfléchir aussi à comment nous pouvons travailler ensemble avec les Congolais et Congolaises. Et d'ailleurs, je dois dire que vous êtes déjà dans le vif du sujet parce qu'au dernier Conseil de ministres, vous êtes arrivé avec une note qui parle justement de candidature ouverte aux Nations Unies, à la Banque mondiale ou à l'Union africaine pour s'assurer que les Congolais qui sont en mesure de postuler puissent postuler. Voilà, on va dire un peu de vos mots introductifs, mais on aurait peut-être voulu, avant que les journalistes ne puissent ouvrir le bal de questions, comment comptez-vous justement appuyer la stratégie diplomatique du président de la République pour régler la question de l'Est de la RDC? Alors tout d'abord, il s'agit d'une diplomatie qui va être ciblée sur des intervenants clés dans la question de l'Est du Congo, à commencer par les pays de la région, mais aussi à commencer par les pays membres du Conseil de sécurité. Il est très important de se rappeler que la République démocratique du Congo est un État membre des Nations Unies, un État membre dynamique des Nations Unies, et c'est aussi notre place et notre responsabilité de parler des problématiques qui nous affectent en République démocratique du Congo au niveau du Conseil de sécurité. Donc nous allons accompagner le chef de l'État au niveau de notre diplomatie et de nos efforts de plaidoyer en ciblant
les organisations internationales, les États membres de ces organisations internationales, mais aussi en continuant les efforts diplomatiques dans le cadre du processus de Luanda, processus très important et qui devrait nous aider à trouver une solution durable à la situation dans l'Est du pays. Donc nous restons attachés à ce processus-là. Je sais qu'il y a eu dans les réseaux sociaux des spéculations et il y a eu quelques aventures médiatiques des uns et des autres, mais je tiens à rassurer l'opinion publique. Le processus de Luanda est le seul et unique cadre dans lequel nous allons discuter et chercher une solution durable à la guerre qui affecte la partie est du pays. Voilà, Madame la ministre d'État, merci d'avoir planté les décors de nos échanges de ce soir. On va ouvrir cette série de questions. Le principe ici, c'est du tic au tac. Donc, on pose la question et vous répondez directement. On va commencer la série avec Monsieur Pichu Mulumba. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Madame la ministre d'État, je vais commencer par là où vous avez terminé. La polémique, évidemment, qui a enflé à la suite de la rencontre des Zanzibar, c'est une question d'actualité. Cette rencontre où la République démocratique du Congo s'est retrouvée avec le Rwanda, s'agissait-il d'une négociation discrète facilitée par la Tanzanie et le Sud-Soudan? Sinon, quelles sont les circonstances exactes de cette réunion à Zanzibar qui suscite aujourd'hui tant de spéculations, vous l'aviez dit, notamment avec la déclaration de la page X du ministère des Affaires étrangères du Rwanda indiquant que des décisions concrètes ont été prises pour revigorer les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Merci beaucoup pour cette question et je suis vraiment heureuse que j'ai l'occasion d'y répondre, de répondre à cette polémique directement. Je pense qu'elle a dominé trop longtemps nos débats. Alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Donc déjà là, la communication un peu hâtive de mon homologue rwandais a créé l'impression qu'il s'agissait de toute autre chose. Non, c'était des discussions très larges sur la East African Community. Encore une fois, une retraite et pas un cadre ou une instance décisionnelle. Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer. Et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres, qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, est le cadre pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça, c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda. Donc voilà pour ces travaux. De toute évidence, nous connaissons les méthodes du Rwanda. Nous avions des discussions ici avec votre prédécesseur, Madame la ministre d'État, qui aussi a dénoncé cette pratique où même quand vous êtes dans des discussions informelles, cette tendance à surcommuniquer, parce que lorsque vous regardez les photos qui ont été publiées, vous n'avez même pas l'impression que notre collègue du gouvernement qui était sur place était au courant que ces photos étaient en train d'être prises pour avoir l'utilisation qui a été celle-là. Mais nous connaissons l'empire du mensonge, le pays de la manipulation. Ce ne fera peut-être pas l'objet de ces briefings. On va prendre la question de M. Patrick Bomboka.
Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Madame la Ministre d'État. Depuis vendredi, une trêve semble observée dans les zones de conflit à l'est du pays. Curieusement, cette trêve a été annoncée par les États-Unis d'Amérique. Première question, est-ce juste une pause qui est observée et après on reprend avec les velléités, ou devons-nous considérer que c'est véritablement un chemin tracé pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national? Merci beaucoup pour la question. La question de la trêve, comme vous l'avez évoqué, est une initiative des États-Unis d'Amérique que nous avons saluée. Pourquoi? Parce que pour la République démocratique du Congo, notre première priorité, c'est la sécurité et la protection de nos populations civiles. Et la trêve humanitaire a cela pour objectif, raison pour laquelle nous y avons adhéré. Mais trêve ne veut pas dire que nous sommes immobiles. Trêve ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants. Nous restons vigilants, nous suivons de très près ce qui se passe à travers la province du Nord Kivu et bien au-delà. Et trêve ne veut surtout pas dire que le statu quo, et donc la violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises, est un acquis ou un statu quo avec lequel nous sommes d'accord. Donc, nous parlons d'une trêve de 14 jours, du 5 au 19 juillet, mais nous parlons aussi d'efforts diplomatiques qui vont continuer pendant cette trêve et après cette trêve. Pourquoi? Parce que nous voulons une solution durable. Avec une trêve de 14 jours, je ne pense pas que nous aurons le temps de résoudre tous les problèmes que nous avons. Ça veut dire que nous continuons la pression diplomatique, nous continuons à nous apprêter à la prochaine assise à Luanda, mais nous continuons aussi le suivi rapproché de tout ce qui se passe à travers nos différents services dans la province du Nord Kivu. Et nous soulignons aussi qu'il y a un dispositif mis en place pour le suivi et le monitoring du respect ou non-respect de cette trêve par les États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est la posture que nous prenons. Tout d'abord, nous privilégions cette opportunité d'avoir un répit pour nos populations civiles, nos populations victimisées par cette guerre, mais nous restons vigilants et nous restons actifs sur le front diplomatique et sur tous les autres fronts. Voilà, les autres fronts dont Madame la Ministre, des autres fronts dont vous faites allusion, il s'agit aussi du front militaire. Il ne faut pas l'oublier que le vendredi dernier, le président de la République, à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la Défense, n'avait pas participé au Conseil de ministres parce qu'il suivait de près. Il y a une task force spécifique qui a été créée pour suivre au quotidien la situation sur terrain, qui est une situation militaire. Nous connaissons les méthodes de l'ennemi. Généralement, on veut profiter des trêves pour tenter d'autres aventures. Nous avons un mécanisme qui a été mis en place. Et si vous lisez le communiqué de la Maison-Blanche qui annonce la trêve qui a été obtenue par le gouvernement américain, parle aussi d'un mécanisme de monitoring. Et c'est sur ces mécanismes de monitoring que nos services vont aussi travailler avec les services américains pour s'assurer que cessez-les-feux respectés de tous. Évidemment, la question principale, c'est la question de la paix. Madame la ministre d'État, il y a encore, je pense, maintenant aux Nations Unies un débat sur la situation dans l'Est de la RDC. Les derniers rapports qui est sorti a montré clairement que les Rwandais opèrent dans l'Est de la RDC. Il n'y a plus question de parler des supplétifs. Si vous lisez la trêve, justement, le communiqué qui annonce la trêve, on parle bel et bien de la RDC et du Rwanda. Donc, voilà, on va continuer avec la question de M. Dieu merci, le Sakungunu. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'adresse ma question à Madame la Ministre d'État sur les priorités que vous avez évoquées par rapport à votre action à la tête du ministère des Affaires étrangères. Vous évoquez la pacification, l'utilisation de la diplomatie pour les partenariats, les développements, etc. Mais je n'ai pas... Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué. Je ne vous ai pas entendu parler des questions de l'amélioration du cadre de travail, mais également social des diplomates de la RDC. Quand on sait que... Et avant vous, on parlait de la diplomatie agissante. Mais 5 ans après, on a senti que ça n'a pas totalement marché, puisque dans le cadre du conflit, le Rwanda continue de bénéficier, entre guillemets, de certaines positions, des partenariats avec l'Union européenne, qui est également partenaire de la RDC, mais aussi avec les États-Unis. Le Rwanda n'est pas sanctionné, malgré la diplomatie agissante. Et côté humanitaire, nous peinons à mobiliser suffisamment de fonds
il y a la Première ministre qui a reçu le coordinateur des questions humanitaires en RDC qui a parlé de moins de 40% de fonds mobilisés à ce stade, alors qu'on parle depuis les 7 millions de déplacés internes. C'est quoi la particularité de votre action à la tête de ce ministère pour changer la donne justement? Je crois que Dieu merci, avant que la Mineta réponde, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, tout de suite, je vous ai dit tout à l'heure en parlant de la trêve qu'on épinglait clairement le Rwanda. Avant, il n'y avait pas. Et donc, il ne faut pas dire que la diplomatie agissante sur le front diplomatique, on n'a pas connu d'évolution. Je puis vous rappeler que nous avons, par exemple, obtenu, sous la conduite du président de la République, la levée de l'embargo. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, après 18 ans, peut acheter des armes. On reviendra peut-être parce qu'il y avait une question d'actualité là-dessus. Et donc, si vous regardez, vous jetez un œil, non pas seulement sur le prisme de ce que nous devons faire, de ce qui nous reste comme défi, vous allez voir qu'au niveau du front diplomatique, nous avons marqué beaucoup de pas et que si aujourd'hui les présidents rwandais, jadis taiseux, commencent à être bavards, c'est parce qu'à la fois, que ce soit au plan de la communication, de la diplomatie, du judiciaire, de l'économique ou du militaire, il est touché et très affecté. Madame la Mineta, c'était un petit commentaire. Merci. Peut-être que vous pouvez aller avec des éléments plus précis sur votre stratégie. Alors, la terminologie diplomatie agissante, je vais laisser le soin aux experts de communication de trouver le sobriquet ou de trouver l'expression qui sera la plus indiquée pour qualifier ma diplomatie. Je pense qu'il est très important, comme son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication l'a évoqué, de quand même aussi saluer les avancées importantes que nous avons observées récemment. Nous parlons par exemple de la levée de l'embargo. Ça remonte déjà à plusieurs mois, quasiment une année, plus que ça. Mais très récemment, nous avons aussi vu que l'Union européenne a suspendu son aide au Rwanda dans le domaine de la défense. Je pense que nous voyons au fur et à mesure qu'il y a des retombées. La diplomatie prend un peu plus de temps. Elle est peut-être un peu plus subtile qu'un combat que vous voyez peut-être sur une ligne de front. Mais c'est un travail de longue haleine et j'ai le privilège de continuer ce travail. Je sais que beaucoup a déjà été fait et nous allons continuer dans cette lancée-là. Nous allons aussi continuer dans la réflexion de comment amplifier les efforts, comment avoir de meilleures cibles, comment avoir plus de résultats. Mais nous devons aussi être réalistes. Il y a certaines positions, il y a certaines proximités que certains pays ont cultivées pendant des années, des décennies, que nous sommes en train de démanteler maintenant. Et ça prend du temps. La diplomatie, ce sont aussi des êtres humains. Et donc, nous sommes en train de changer les cœurs et les esprits des êtres humains. À travers les institutions aussi, parce qu'il est très important de mener ce discours non seulement au bilatéral, non seulement dans une dimension d'interaction humaine, mais il est très important aussi d'amener ce débat dans le contexte institutionnel. Nous parlons du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce Conseil de sécurité, il a un mandat spécifique. Si on peut le résumer en une chose, c'est empêcher toute menace à la paix et à la sécurité internationale. Et c'est pour cela que nous portons la situation de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, pour le mettre devant cette responsabilité-là. Quand nous avons 4000 effectifs des RDF en République démocratique du Congo, pas selon nos propres estimations ou nos propres experts, mais selon les experts des Nations Unies, nous avons une menace à la paix et à la sécurité internationale. C'est pour cela que nous saisissons le Conseil de sécurité. C'est pour cela que nous n'allons jamais nous lasser de le saisir, parce que c'est sa responsabilité. Nous le faisons aussi en bilatéral, nous le faisons avec nos partenaires, nous le faisons avec nos voisins, mais il est très important aussi d'avoir une certaine, je ne veux pas dire patience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent depuis des décennies et je trouve que c'est insensible de parler de patience, mais nous devons reconnaître que malheureusement, parfois, la diplomatie prend un peu plus de temps. Cela ne veut pas dire qu'elle ne porte pas de fruits, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas déjà des résultats, et cela ne veut pas dire que nous allons nous fatiguer ou être désespérés et abandonnés. Nous allons continuer sur tous les fronts. Voilà, et il y en a 5.
Je peux vous rappeler, si vous avez oublié, vous êtes coutumier du briefing, vous savez que nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front médiatique et un front judiciaire. Et sur chacun de ces fronts, nous sommes opérationnels matin, midi et soir. Et vous-même, vous voyez l'ampleur, par exemple, de l'empire du mensonge qui a été dévoilé récemment par l'université de Clemson, où je sais que Madame la ministre d'État, ce briefing sera particulièrement scruté de l'autre côté et ce n'est pas étonnant qu'il veuille travestir certaines choses qu'on peut dire ici simplement dans la volonté de manipuler l'opinion. Mais tout ça, c'est découvert et bientôt, vous allez voir les résultats de tous ces fronts. On va prendre les questions de M. Jacques Moulouba et puis ce sera M. Amédée Morab. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, avant de poser ma question, j'aimerais peut-être dire un mot à votre endroit, puisque depuis 3 mois, il s'est passé énormément de choses positives à votre endroit. Vous avez gagné les législatives nationales, provinciales, vous avez été reconduit au gouvernement. Je crois que si je peux m'auto-proclamer le porte-parole des confrères pour vous féliciter, puisque personne ne l'a fait, et puis tout ce temps, en tout cas, le nouveau narratif a payé et je crois que nous allons cheminer dans cette logique. Merci. Alors, la question est adressée à Madame la ministre d'État. D'abord, une question d'actualité. Le récent rapport des experts de l'ONU vient de citer, outre le Rwanda, l'Ouganda, dans ses hostilités, d'avoir facilité le transit des éléments du M23 et même de l'armée rwandaise pour occuper les territoires, certains territoires congolais. Alors, en tant que ministre des Affaires étrangères, quelle est votre interprétation? Est-ce que nous allons commencer à voir autrement, penser autrement nos relations diplomatiques avec l'Ouganda par rapport à cette question? Ça, c'est la première. Et la deuxième, elle est toute petite. On a parlé de la trêve ici, décrétée par les États-Unis, vous avez répondu, mais moi, je reviens avec une petite précision. En diplomatie, vous êtes une rodée dans la matière. Est-ce qu'un pays souverain comme les États-Unis d'Amérique, qui n'est pas en conflit sur le territoire congolais, qui n'agresse pas les Congolais, peut décréter une trêve qui va être suivie, je ne sais pas.